Allez, très bien. Donc, bienvenue à tous pour notre petite visioconférence. Donc, aujourd'hui, invité exceptionnel et je pèse mes mots, d'accord? Lui le dira pas comme ça, mais moi, je pèse mes mots. C'est Mathieu Boulet, donc Matt Boulet, qui est le créateur de l'Institut IP et qui m'a donné plusieurs modules de formation. Donc, il va expliquer encore plus, on va dire, facilement et clairement ce que c'est que l'Institut IP. Donc, je te remercie d'être là. Et on a aussi Laurie, donc, qui est kiné, qui travaille aussi avec la salle. Et on a aussi Clément, qui est ostéopathe. La plupart le connaissent parce que, pour t'expliquer, Matt, avant chaque rentrée à la salle, chaque membre doit passer une évaluation avec Clément, une évaluation où lui me fait des retours. Et ça sera assez intéressant de pouvoir en discuter parce que comment il travaille, ben, c'est assez proche quand même de ce que tu peux amener aussi. Donc, je C'est te très laisse te cool. présenter, Matt. Je te laisse t'expliquer un peu comment est venu l'Institut IP, en quoi en gros, tu crois et donc voilà ton cursus un peu. Premièrement, merci à tout le monde d'être présent. Je sais qu'on a peut-être du temps en ce moment, mais c'est quand même que vous avez l'intérêt surtout, là. Donc, je vous remercie d'être ici à l'invitation de Joe, que j'apprécie beaucoup parce que ça fait maintenant 2 formations que Jonathan y fait chez l'Institut IP. Puis, comme de fait, il a une motivation qui est quand même assez facile à décoder. Donc, le fait que vous soyez là, c'est un peu le reflet de tout ça. Alors, je vous remercie tous d'être présents. Rapidement, moi, je suis ostéopathe de formation, comme à peu près tout le monde qui fait ce métier. Je me suis posé beaucoup de questions. Et puis, à force de se poser des questions, ma pratique professionnelle s'est tournée vers la posturologie, qui est européenne, hein, d'ailleurs, qui vient de la France. Et j'ai été formé par le docteur Bricot en 2002. Et depuis 2007 que je pratique de façon très neuro, c'est-à-dire que j'y ai ajouté un courant américain qui s'appelle la neurologie fonctionnelle, qui est en fait un courant post-gradué chiropraticien qui vise l'optimisation du système nerveux central dans une optique de fonctionnalité. Et l'Institut IP, c'est quoi? Bien, au final, c'est un peu un mélange de toutes ces connaissances-là dans l'application pour la performance sportive, mais aussi pour la réathlétisation et toujours avec en tête l'aspect neuro qui semble être plus ou moins présent dans les cursus plus conventionnels, que ce soit en kiné ou en ostéo. Et à ce moment-là, c'est là où ça devient un complément à ce qui est souvent déjà fait, autant en salle d'entraînement que dans le cabinet chez le thérapeute. Donc, c'est un petit peu… alors, l'Institut IP, maintenant, ça fait 4 ans. 3 ans en Europe. Il y a des formations qui ont été faites autant en Suisse, en France et ça s'en vient pour la Belgique. C'était supposé être en fin de Ouais. semaine, mais comme de fait, ça va être reporté au mois d'octobre. Alors, c'est ça. C'est un peu la présentation de D'accord. l'Institut IP et de mon Donc, parcours. ben, c'est parfait. Moi, je souhaite juste rajouter un petit quelque chose par rapport aux gens qui vont nous regarder et nous écouter. Tu fais partie, dans mon cursus, ça fait 13 ans que je fais des formations et que je m'intéresse toujours plus à la santé des gens. Tu fais partie des 2 personnes qui ont chamboulé mon métier. Donc ça, c'est vraiment important que tout le monde le sache parce que tu as eu la capacité, comme peu de personnes qui m'ont formé, de mettre un lien entre des choses qui sont théoriques et qui sont très poussées, l'aspect neurologique, et quelque chose que tout le monde a tendance à faire, c'est bouger. Ça veut dire Mm. s'entraîner, ça veut dire courir, ça veut dire marcher. Et comme je le dis souvent, moi, ma vie un peu et l'aspect professionnel, c'est écrire des livres, c'est écrire des pages de mon livre. Et avant que j'ouvre ma salle de CrossFit, ces pages, en fait, je marquais la page 3, je marquais la page 8, la page 12. Et ce qui s'est passé avec Julien Pinault, je ne sais pas si tu Oui, connais, absolument. Ben oui, ben qui oui. fait Strong Fit, et avec toi-même, c'est qu'en fait, en peu de temps, j'ai écrit mes 50 pages, mais 50 pages consécutives. Et ça, je t'en remercie vraiment. Et les gens s'en rendent compte parce que j'ai tout de suite eu un intérêt et une connexion à mettre en application ce que tu nous as amené. Et c'est assez fou.
tu vas voir, là, Clément et Laurie vont t'en parler un peu et j'aimerais qu'ils prennent un peu aussi la main. Mais ça a été assez dingue, en fait. Ça a été assez dingue et c'est pour ça que je voulais t'inviter aussi. C'est parce que j'ai besoin, parce que tu es bien plus compétent que moi et parce que moi, je commence juste, que tu puisses montrer et expliquer aux gens de manière très simple qu'il n'y a pas de magie. Parce que moi, les premières Hmm. choses, et pourtant les gens me connaissent, ils me font confiance, mais ils pensent que je l'ai toujours sur moi. Elle est toujours là. Ah. Mon Neurospike est toujours là. Voilà. Mais ils me disent, mais c'est de la magie en fait. Ils me disent, mais c'est quoi cette balle? Et après, c'est là où c'est important de pouvoir dialoguer avec les gens parce qu'il y a tellement actuellement des méthodes, et c'est ce que j'ai mis en présentant en gros la visio qu'on faisait ce soir. Il y a tellement des méthodes où les gens vendent de la magie qu'en fait, ils pensent que c'est pareil. Ah, Et si c'est seulement là c'était où… magique. Si Ouais, voilà. seulement ça Ouais, l'était. c'est ça. Ça serait encore plus cool. Ouais, ouais. Non, On mais serait c'est sûr. ailleurs, hein? Ça serait génial. Non, mais carrément, carrément. Donc voilà, par rapport à ça. Je vais juste donner la parole. On va attaquer par Laurie, honneur aux femmes. Sympa, merci. Bah oui. Ouais. Alors, ouais, effectivement, je pense que quand John a commencé à nous parler de sa formation, alors comme tout ce qu'il fait dans sa vie, il a été à fond tout de suite. C'est Mais pas c'est vrai vrai. que on a senti qu'il a, pour le coup, c'était quelque chose vraiment qui le piquait parce qu'il se rendait compte que tout ce qu'il avait pu faire, grosso modo, avant, euh, il n'avait pas une bonne base, si je peux dire. Ouais, c'était remis en question. Ouais, voilà. Et du Complètement. coup, c'est vrai que sur ce point-là, c'était hyper intéressant d'avoir justement, entre guillemets, son retour d'expérience à lui, puis maintenant avec toi, du coup, Matt, de vraiment avoir finalement une base plus saine, que ce soit pour lui, pour sa pratique du coaching, et puis après, pour moi, pour ma pratique de ma profession, même voilà, pour Clément, pour Edouard, quand on a pu en discuter. Donc pour ça, ouais, merci d'accepter d'échanger un petit peu, c'est cool. Ouais, je suis content d'être là. Moi, je suis toujours prêt à faire ce genre d'exercice-là. En personne avec un verre de vin, c'est encore mieux. Mais là, c'est à distance avec un café parce il est que midi ici au Québec. Donc, Mais ouais, on n'a pas oui, c'est encore vrai en sorti la plus. bouteille de vin, là. Ça va venir, ça va venir. Vers, Bah ouais. vers 2-3 heures, on se permet, là, mais midi, on trouve que c'est quand même encore un peu tôt. On est quand même au Québec ici. On est un peu frileux. Et Donc, donc, est-ce que vous avez des questions à ce moment-là à me poser? du coup, après, là, moi, c'est comme juste pour intervenir par rapport à ce que Laurie, elle a dit, et c'est pour ça que je t'ai dit que tu as vraiment chamboulé mon aspect professionnel, c'est que, et notamment avec StrongFit, on travaillait beaucoup sur la conscience corporelle. C'est-à-dire Oui. que moi, dans tout ce que j'amenais aux gens, c'était le fait de se dire, OK, avant de vouloir faire des choses rapides, faites des choses pour qu'il y ait une connexion. Mais je n'étais pas Oui. monté aussi haut que toi, en fait. Ça veut dire que moi, j'étais parti de dire, on travaille beaucoup sur torsion interne, torsion externe. Donc ça, c'est des choses qui m'ont révolutionné aussi par rapport à des douleurs de dos, des choses comme ça. Mais l'objectif, c'était d'aller chercher les obliques, en fait. Mais pas forcément de se dire, pour aller chercher des obliques, il va falloir aller chercher du proprio, tu vois. Donc là, moi, ce que j'aimerais pour que les gens puissent comprendre, c'est est-ce que tu peux nous présenter assez rapidement pour les gens comment tu donnes le lien au cerveau avec les muscles? Ça veut dire quelqu'un qui, par exemple, n'arrive pas à recruter ses fessiers, en quoi le fait de faire un travail avec une balle, faire du travail vestibulaire ou du travail proprioceptif va être intéressant? Alors, ça, c'est assez simple. Alors, quand on regarde la capacité d'un être humain à pouvoir connecter avec son système musculaire, on regarde les choses du haut vers le bas. Et c'est correct parce que c'est une partie de l'équation de l'enjeu de la fonction motrice. Sauf que quand on regarde la façon dont cette connexion-là, elle se développe, elle est dépendante d'un phénomène qui est très peu observé de par mes études, hein. Je parle de ce que moi j'ai vu ou en kiné ou en ostéo, et c'est la contribution du système sensoriel à la capacité du cerveau d'intégrer des informations pour pouvoir produire une motricité.
Alors, exemple très concret, par exemple, on sait que le développement du système sensoriel, je vais reprendre Piaget parce que la plupart des gens connaissent la contribution du psychologue Jean Piaget. Sinon, c'est facile pour tous ceux qui écoutent, que ce soit en ce moment ou par la suite avec la rediffusion, d'aller voir que Piaget, il avait développé la théorie du développement de l'enfant selon 4 stades, dont le premier était le stade sensorimoteur. Alors, en prenant pour compte que même la capacité à développer de l'intelligence avec un I majuscule, ça venait de la capacité à ce système sensorimoteur de pouvoir se développer. Est-ce que tu peux juste, Matt, je suis désolé, je t'interromps, expliquer l'aspect sensorimoteur ou sensoriel pour les gens qui sont pas... Alors, la notion du système sensoriel, c'est assez simple. Ce sont tous les organes qui sont situés sur l'organisme qui permettent 2 choses. Un, de se situer par rapport à l'environnement qui nous entoure. On appelle ça des exocapteurs. Et 2, de se situer par rapport à soi-même. Et c'est ça la proprioception, en fait. C'est la capacité de savoir où on est à l'extérieur de toute autre donnée. Alors, ça, c'est de la proprioception, donc les propriocepteurs. Alors, la qualité d'information que les exos et les propriocepteurs envoient au système nerveux central, c'est ce qui va permettre une contraction musculaire. Exemple très concret. Vous savez, ici au Québec, on a de la neige, il y a de la glace et des fois, c'est glissant. Donc, l'individu qui se rend vers sa voiture et qui a en tête de se rendre chez son ami pour faire la fête, mais qui, en se rendant vers la voiture, il prend une plaque de glace et puis il perd l'équilibre. Eh bien, avant même de pouvoir poursuivre dans ses activités motrices planifiées, eh bien, il doit retrouver son équilibre pour être capable de le faire. Donc, l'objectif, c'était d'ouvrir la porte pour pouvoir aller chez son ami. Mais s'il est en train de prendre une chute à cause d'une plaque de glace, eh bien, la priorité de ce système-là, ça va être de s'équilibrer. Eh bien, heureusement, si le cerveau a pris connaissance de ce phénomène-là, c'est par le système sensoriel et dans ce cas très précis, c'est par l'oreille interne. Alors, ce qu'on dit, c'est que si le système sensoriel dans son ensemble, et ça comprend le système vestibulaire, ça comprend le système tactile que l'on travaille avec le neurospike, ça comprend aussi l'appareil proprioceptif qui vient surtout des fuseaux neuromusculaires, eh bien, si ce système-là, il n'a pas bien été développé ou pas développé de façon symétrique ou optimale plus tôt dans la vie, eh bien, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à chez l'âge adulte, il y a des répercussions, à savoir des difficultés, des asymétries de contraction du plan musculaire. Et à ce moment-là, au-delà de ce qu'on peut demander à quelqu'un dans l'exécution d'une tâche motrice, si la personne n'a pas le câblage qui devrait lui appartenir, qui aurait dû être formé dans les premières années de la vie, eh bien, on va toujours être en mode adaptation et compensation. Et c'est ce qui fait que c'est très dur à réellement corriger des déficits au niveau de la sphère musculaire, au niveau de l'équilibrage musculaire, parce qu'en partie, c'est que, en fait, cette tendance, ce déséquilibre musculaire, il a pour cause, entre autres et beaucoup et surtout, un déséquilibre au niveau de la sphère sensorielle. Donc, ce sont des systèmes à ce moment-là qu'on doit évaluer et qu'on évalue chez Institut IP, mais aussi dans d'autres cursus de neurologie fonctionnelle. Et à partir de ce moment-là, c'est ce qui fait qu'on a une réponse motrice qui est améliorée rapidement, mais c'est tout simplement de par la vitesse à laquelle fonctionne le système nerveux central. On parle pour certaines voies neurologiques de 140 mètres par seconde. Donc, c'est là où certains disent que c'est de la magie. En fait, c'est juste qu'on travaille sur un système qui communique de façon ultra, ultra rapide. Ouais, c'est comme si, en fait, on prenait l'analogie de le système nerveux. En fait, c'est un appel téléphonique. C'est que ça va très vite. C'est-à-dire que tu peux avoir la réponse, on va dire, sur l'instant. Et c'est ce qui fait que faire, par exemple, et ceux qui sont à 100% CrossFit, vous commencez à connaître un peu, je vous fais faire ça. Le fait de faire ça pendant 20 secondes, derrière, ça peut amener un gain d'amplitude sur une chaîne postérieure de manière assez immédiate. Oui, donc l'exemple concret, puis d'ailleurs que tu m'avais demandé un peu d'illustrer avec le neurospike. Le neurospike, c'est quoi? Hein? C'est une petite balle qui pique. Alors, c'est fait pour activer le tactile. Le tactile, c'est un des sens très, très, très primaires, en fait, qui permet de constituer le câblage du système nerveux central.
eh bien, on sait qu'à la naissance, ce qui est normal, c'est d'avoir une hypersensibilité tout à fait physiologique au niveau des pieds, au niveau des mains. Mais cette hypersensibilité-là, elle est supposée diminuer de par le profil du développement moteur, à savoir que lorsqu'un enfant se met à ramper, ben, il va désensibiliser les récepteurs au niveau de la peau des pieds, surtout. Eh bien, si l'enfant il rampe un peu plus avec une jambe ben, par rapport à l'autre, ben, il y a un pied qui va rester plus, voire avec le temps, trop sensible. Et comme le sensoriel de ce pied-là ne va pas avoir conditionné la réponse motrice, bien, la réponse motrice, entre autres, elle se faisait au niveau de la chaîne des extenseurs. Donc, c'est un peu la façon de concevoir une faiblesse de la chaîne postérieure, ce qui revient souvent dans le monde de l'entraînement, c'est qu'une des causes très fréquentes, en fait, c'est une hypersensibilité tactile du pied, du même côté de cette faiblesse au niveau de la chaîne postérieure. À savoir que souvent, ce sont les muscles postérieurs qui paient le prix d'une immaturité développementale parce que c'est eux qui doivent être activés dans le contexte des activités antigravitaires qui sont vraiment au cœur de ce qui se passe entre 0 et 1 an. À savoir qu'on est très fort avec les fléchisseurs à la naissance, on est très faible avec les extenseurs. Donc, la faiblesse de la chaîne postérieure, elle s'inscrit dans ce contexte-là un peu plus global où ce sont de façon générale tous les extenseurs qui sont faibles à la naissance et il faut les activer par les connexions sensorimotrices dont on parlait, dont Piaget parle dans ses écrits. D'accord. Donc, pour ceux qui sont peut-être un peu perdus dans tout ça, de manière très simple, tu pars du principe qu'il y a trois facteurs prédominants. Le facteur tactile, le facteur proprioceptif, pour résumer de manière assez vulgaire, c'est votre connaissance un peu personnelle de votre milieu personnel et le côté vestibulaire. Est-ce que ça, tu peux nous l'expliquer assez simplement pour les gens? On pense que le système vestibulaire, quand on regarde le développement de l'espèce vivante, s'est développé ou est apparu il y a à peu près 500 millions d'années. Alors, c'est un des systèmes les plus fondamentaux dans ce qui est euh, dans ce qui est le développement, en fait, de ce qui permet du mouvement. Alors, le système vestibulaire chez l'être humain, c'est quoi? Bien, en fait, c'est l'oreille interne. Ce sont des capteurs, des accéléromètres qui vont permettre l'équilibre lorsqu'il y a une perte d'équilibre. Mais pour perdre l'équilibre, ben déjà, il faut dire que quand on marche, 80 du temps à la marche, on tient sur un pied. Alors déjà, même pour la marche, il y a un recrutement certain de l'oreille interne. Et l'oreille interne, ben, elle se développe dans un contexte où on crée des déséquilibres corporels très tôt. Alors, un enfant qui est, par exemple, un peu couvé, un enfant qui connaît plus ou moins des expériences de mouvement où il y a perte d'équilibre très tôt. Alors, la plupart des enfants dans les contextes nord-américains ou dans les contextes occidentaux, ils n'ont pas souvent accès à développer le système vestibulaire parce qu'en fait, on les protège tellement de toute exposition à un risque qu'au final, ben, ce sont des connexions très primaires, très primitives, souvent qui se développent mal. Et par la suite, eh bien, c'est des enfants qui vont prendre moins de risques. Et lorsqu'on va les amener à prendre des risques, ils vont avoir plus de crainte, plus de rigidité. Et cette rigidité-là, elle n'est pas juste au niveau comportemental, elle va être dans les tissus, elle va être imprimée dans le système nerveux central. Et à ce moment-là, bien, ce sont des chaînes musculaires qui ne sont pas bien activées parce que les muscles qui répondent au système vestibulaire, ils sont sur la colonne vertébrale, autant au niveau cervical qu'au niveau thoracique. Et si on n'a pas la stabilité au niveau de l'axe, eh bien, on n'aura pas la mobilité au niveau périphérique. Alors, ça gèle la possibilité de déployer des mobilités articulaires. Donc, des troubles de l'équilibre, en fait, ce sont par le fait même des troubles de mobilité. Et un des axes de travail de l'Institut IP, ben, c'est d'aller cibler pour voir s'il n'y a pas une faiblesse sur ce câblage-là. Et si c'est le cas, on a des exos qui sont tout bêtes, tout simples, qui peuvent être suggérés pour le client. Et avec des pré-post-tests dans la séance, on peut voir si déjà il y a un effet sur les mobilités ou sur la fonction qu'on veut récupérer. D'accord, parfait. Là, moi, je vais poser juste une petite question comme ça, parce que c'est plus des questions que les gens me posent assez régulièrement. Et après, comme ça, Clem, je te demanderai si tu as deux, trois petites choses par rapport à ça. En fait, moi, ce qui m'a vraiment, encore une fois, bouleversé et plu, c'est que moi, je me creusais la tête
à penser à des mouvements individuels. Ça veut dire que, par exemple, quelqu'un qui manquait d'amplitude, même au sein même de la séance, je lui faisais travailler quelque chose sur de l'amplitude. Quelqu'un qui manquait de la mobilité, donc moi, mobilité, je le vois plus comme amplitude et tension musculaire, je lui faisais travailler ça. Et moi, ce que je trouve assez fou avec ça, c'est qu'en fait, avec ces exercices, on vient travailler la motricité. Ça veut dire que quelqu'un qui a un besoin de stabilité, en faisant ces exercices, ce recablage va se faire et il va gagner en stabilité. Quelqu'un qui a besoin d'amplitude, il va gagner en amplitude. Donc là, par rapport à ça, tu es d'accord avec ce que je dis et je pense parce que c'est toi qui m'as formé sur ça, mais tes exercices permettent de travailler la motricité générale. Ça veut dire que ça soit la vitesse, que ça soit la force, que ça soit l'amplitude, que ça soit tout en fait. C'est que la motricité, en fait, quand on regarde, c'est un peu la base ou les fondements de tout ce qui est possible d'un point de vue moteur. Alors après, tout ce qui devient intéressant pour la plupart, c'est un peu la continuité. Donc, que ce soit la mobilité, la flexibilité, que ce soit par la suite, si on regarde les qualités de travail musculaire, l'endurance, la force, la puissance. Tout ça, c'est adaptatif sur la capacité des aires motrices à connecter sur les unités motrices pour permettre le mouvement. Et ces connexions-là, elles se développent dans le contexte de la motricité. Donc, c'est le câblage, en fait, qui, par la suite, permet d'allumer les bougies et d'avoir un effet visuel, en fait, qui peut être interprété par un clinicien, par un entraîneur et qui peut être ressenti par le fait même, par le client, de par sa proprioception. Donc, mais la motricité, c'est en fait ce qu'il y a de plus basique. Et c'est pour ça que j'ai développé dans cet axe-là, parce que je me suis dit, de toute façon, peu importe l'objectif que je vais avoir et peu importe le chapeau que je vais mettre comme intervenant, je ne peux pas reculer plus loin que la motricité parce que c'est les fondements de ces connexions-là, en fait. Et tout le reste, par la suite, devient un peu adaptatif. Ouais, c'est fou ça. Ça, c'est vraiment fou. Clem, est-ce que tu as une petite question? Je sais que tu en as une, au moins. Ouais, même plusieurs. Ouais. Donc, ouais, moi, en tant qu'ostéo, je travaille essentiellement au niveau tissulaire, c'est-à-dire que je vais travailler sur la proprioception, stimuler, réinformer des capteurs proprioceptifs au niveau des muscles, des tendons, des articulations pour redonner de la mobilité, puis libérer des tensions. Donc, j'ai trouvé super intéressant, voilà, via John, cette notion d'immaturité motrice et de différents niveaux d'intégration, notamment vestibulaire et tactile. La question que j'ai, en fait, c'est quel va être l'impact de ce travail sur la motricité sur le système nerveux autonome, par exemple, voilà, sur d'autres, sur le système viscéral, sur le système cardio-pulmonaire. Est-ce que tu as pu mesurer des choses par rapport à ça? J'adore ta question parce qu'un peu comme je le disais au groupe sur Toulouse il y a 2 semaines de ça même. Alors, juste avant que la France ferme, en fait, on a réussi à donner la formation là, sur Heureusement. Toulouse il y a 2 fins de semaine. C'était chaud, hein, quand même. Ouais. Ouais. Mais en fait, je leur disais, mon intérêt principal à ce jour, c'est de voir l'effet sur le système nerveux autonome d'un travail de motricité. Alors, je vais te nommer en fait une connexion neurologique qui va te donner un peu une réponse d'ensemble et qui va te permettre d'aller plus loin avec le concept. C'est que on regarde souvent le système nerveux autonome comme étant un système à côté du système nerveux somatique parce que dans les livres d'anat, et ce n'est pas vraiment de leur faute parce que dans un livre d'anat, je pense qu'on n'a pas le choix de présenter ces systèmes-là de façon indépendante. Sauf que souvent, quand vient le temps de mettre en place des applications, on revient rarement sur les liens qui devraient être faits entre les différents systèmes. Et c'est définitivement le cas entre le système nerveux somatique et le système nerveux autonome, où on fait à peu près jamais de lien entre les deux. Sauf que quand on regarde l'activité du nerf vague, parce que c'est quand même très tendance et avec raison, parce qu'il y a un paquet d'études qui démontrent l'importance de l'activité du nerf vague. Et si on se réfère à la théorie de polyvagale, alors je parle de la nouvelle branche, là, celle qui vient du noyau ambigu, c'est qu'en fait, le nerf vague, oui, c'est important, l'activité du parasympathique, c'est vrai,
Mais ce qu'on oublie de dire souvent, c'est qu'il faut l'activer, ce nerf vague. Et en fait, quand on regarde les connexions, le nerf vague, il est activé par la voie cortico-bulbaire. On parle souvent de la voie cortico-spinale qui donne la motricité volontaire, qui vient du cortex moteur primaire. Sauf que ce même cortex moteur primaire, il donne sur le bulbe rachidien pour activer le nerf vague. Donc, un trouble de motricité, tu vois, qui est adaptatif sur ce qui se passe entre 0 et 1 an, ça peut donner une difficulté d'activation de la voie cortico-bulbaire et donc, par le fait même, une difficulté d'activation du nerf vague. Alors, on ne peut pas séparer, et ça, c'est une des nombreuses connexions, il y en a plusieurs autres, et je vous réserve dans les prochains mois une petite surprise à ce niveau-là, à savoir des contenus d'éducation plus pointus sur cette question-là exactement. Parce que je sais que comme ostéopathe, on est super intéressé par ce qui est justement neurovégétatif. Maintenant, c'est de faire le lien avec les différentes composantes du système nerveux. Mais vraiment, la voie corticobulbaire, c'est un des relais les plus imposants qui fait le lien entre la motricité et le neurovégétatif pour justement aller créer cet équilibre, cette homéostasie que l'on souhaite comme ostéopathe. Est-ce que ça répond un peu à ta question, Clément? Ouais, complètement. Merci. Ouais. Écoute, Je ça, comprends c'est un pourquoi tu as des autant liens. accroché, là, John. De quoi? Mais Je comprends vas-y, pourquoi Clément, tu es j'ai pas. autant au taquet sur cette formation, John. C'est sûr. C'est un des liens, mais il y en a plusieurs autres. Mais je te dirais que c'est quand même, écoute, je vais vous le donner comme ça en primeur, c'est parce qu'il y a un e-book d'à peu près 45 pages qui va être mis en ligne dans les deux prochaines semaines. Et puis, il est en anglais, mais il explique toute la littérature la plus récente sur les liens entre le système d'équilibre, donc la motricité et le neurovégétatif. Et ça va être mis en ligne, comme je vous dis, d'ici 3 semaines. Donc, il y aura là-dedans beaucoup plus que ce que je t'ai dit là, mais tout référencé en plus. Donc, Ok, génial. J'en profite en même temps, Matt, pour te remercier vraiment du e-book que tu as fait sur s'étirer versus se connecter. Je l'ai partagé aujourd'hui et j'ai eu pas mal de oui, retours merci. de gens qui me disent mais il y a quoi, pourquoi il fait ça gratuitement, tu vois, donc Ah vraiment, oui, non, vraiment un grand merci pour toi je suis content. par rapport à ça. Les e-books, hein, l'idée, c'est de faire communiquer un contenu. Puis, ouais, non, je n'ai jamais pensé charger pour ça. Au contraire, mais je me dis, l'idée, c'est de le faire véhiculer. Donc, oui, pour les gens qui écoutent, que ce soit en ce moment ou en rediffusion, qui veulent en savoir plus sur la technique, la méthode IP, c'est quand même que dans le e-book, vous avez là, une très, très bonne idée de où on s'en va et pourquoi on a pris cette route-là, en fait. Et ce que moi, je peux même me permettre de pouvoir ajouter, c'est que j'ai eu des personnes qui m'ont dit ben, ça donne envie d'aller plus loin. Et je leur dis oui, mais le problème, c'est que là, vous ne vous rendez pas compte que moi, en 2 jours sur un module, on passe des heures et des heures et encore, il y a des choses qu'on pourrait encore revoir. Donc, en 25 pages d'un e-book, on ne peut pas vouloir amener tout et son contraire parce qu'au final, il n'y aurait rien de compréhensible. Donc voilà, par Non, rapport. c'est sûr, c'est une intro, hein. Puis même après avoir fait les 3 cours de IP, je pense qu'on se rend compte assez vite que finalement, c'était quand même toujours une introduction, sauf qu'on sort de là avec tellement d'outils qu'on peut vraiment avoir un impact concret dans la vie des gens qui nous côtoient. Et ça, évidemment, c'était l'idée. Par rapport à l'e-book, je vais avoir une petite question et après, l'eau, je te laisserai poser une petite question. Je suis sûr que tu en as aussi. Tu annotes, et on m'a fait remonter ça et tu as dû voir un peu le commentaire, que pour toi, il y a des muscles qui ne sont pas étirables. Est-ce que tu C'est peux… pas pour moi, hein. Oui, Je fais non, la mais voilà. correction. La référence, elle est dans la seule référence en fait du e-book. Elle est à la fin du e-book. Et comme de fait, c'est un chercheur qui a regardé le profil de certains muscles, à savoir qu'au final, que quand on les mettait en position d'étirement, eh bien, au final, il n'y avait pas vraiment d'étirement ou pas autant qu'on pourrait l'imaginer de par des facteurs très structurels, très biomécaniques. Donc, honnêtement, il faudrait que je relise. Ce qu'il faut dire, c'est que ce e-book-là, moi, je l'ai écrit il y a à peu près 8 mois. Après, je peux te dire que, bon, au-delà du fait que certains ont répondu très
très bien à cette question-là. Moi, je ne suis pas retourné voir non plus. Donc, Ouais. Non, mais mais c'est après, écrit dans la revue de littérature, il y a toute l'explication. Ouais. D'accord, parfait. Lo, est-ce que tu as une petite question? Pareil, pas qu'une, mais en fait, c'est plus par rapport à l'adaptation à des structures pathologiques, vu que moi, c'est mon boulot Ouais. de m'occuper des gens qui ont des problèmes comme ça. C'est plutôt par rapport à, enfin, du moins si tu sais, si tes protocoles que tu as mis en place, tu avais un impact sur, par exemple, les structures dont on sait qu'elles ont un marqueur inflammatoire ou avec une hypervascularisation, enfin, tu vois, type sur les capsulites où c'est ingérable au niveau mobilité et déficit de mobilité. On sait qu'on a vraiment du mal à progresser là-dessus. Et c'est pour ça que moi, je voulais savoir si tu avais eu des cas ou des retours ou des gens qui avaient fait du moins des protocoles avec des gens qui avaient des déficits de mobilité chroniques du fait d'une pathologie, on va dire, vraiment précise, pour savoir si c'était possible de le mettre en application, moi, dans ma pratique. Oui, mais la réponse, en fait, c'est oui. Sauf que c'est vrai qu'on n'agit pas de façon très, ou en fait pas du tout locale ou localisée ou même loco-régionale d'un point de vue structurel ou biomécanique. Donc, ce qu'il faut viser, en fait, avec la méthode IP, c'est que si on va créer de l'équilibre dans ce qu'on pourrait dire qui sont les circuits sensorimoteurs et qu'on augmente le niveau de performance motrice dans ce contexte-là, on est supposé aider toute affection locale, loco-régionale, inflammatoire, mais c'est vraiment pas la visée principale, sauf qu'en même temps, souvent, quand on bloque avec des approches plus structurelles, on se rend compte que justement, derrière tout ça, il peut avoir un enjeu un peu plus, un peu plus, oui, neuro, et que quand on le bonifie, ben, ça peut vraiment aider au niveau plus local. Donc, oui, mais pas de façon spécifique. OK. Lo, une C'est deuxième question? satisfaisant hein, comme réponse. Non, c'est toujours un peu décevant, mais c'est vrai en fait. Puis c'est un peu ce qui arrive même après 2 cours, Jonathan va vous le dire. Même si on voit que les gens, ils ont vraiment saisi l'idée, des fois, à la fin du 2e cours, où il y a la question qui vient, alors pour une tendinite de la coiffe des rotateurs, on fait quoi? Puis Ouais. la plupart d'entre nous, on se regarde en disant, mais on fait toujours la même chose parce qu'en fait, c'est vrai que c'est un peu ce qui est déroutant au départ, c'est de dire que l'idée, c'est pas de travailler sur un truc particulier, c'est de créer de l'équilibre dans des boucles. Et ça, des boucles, je sais que c'est abstrait quand on le dit comme ça, parce que c'est pas comme de dire qu'on travaille sur un tendon d'un muscle, mais il faut jouer le jeu pour être capable de voir l'effet. Et ce que je peux te dire, en fait, c'est que des fois, c'est carrément surprenant de voir à quel point que, à partir du moment où on sort un peu de cette vision très locale, on se rend compte qu'on peut avoir un effet super puissant, puis surprenant, en fait. Mais de combiner, évidemment, les deux, c'est là où c'est super important. Là. Il faut gérer l'inflammation avec des techniques de kiné. Il faut travailler sur les tissus. C'est là où IP, on se fait que des amis parce qu'en fait, c'est que ça se combine super bien, autant dans un contexte sportif que dans un contexte de réhabilitation. Et puis tout ça, ben, c'est vraiment quand même assez bien expliqué là, dans le e-book. Et ça, c'est ce que je veux, moi, appuyer, c'est que ce qui est très, très fort de IP, de l'Institut IP, c'est la capacité à ne rien dénigrer. C'est-à-dire que moi qui, à la base, était vraiment dans de la conscience au niveau musculaire, tu m'as jamais dit, même si on en a discuté, tu m'as jamais dit non, non, ça c'est de la merde, reviens sur le cerveau. Ouais, mais il y a tellement de gens qui sont là-dedans. Alors C'est que pas là, notre c'était pas truc, le ça, hein, cas. non? On Voilà, aime beaucoup trop vivre. voilà. Donc, On aime trop les bonnes choses pour parler comme ça. mais c'est ça qui est intéressant, c'est que il y a la faculté de se dire, ben ok, je reprends ce que tu as demandé. Ben là, Matt, il dira jamais, non mais arrête toutes tes techniques manuelles, c'est nul, et travaille que sur le cerveau, quoi. Et c'est pour ça que je me permets d'insister là-dessus pour les gens qui vont nous écouter au final, c'est que c'est là où ça devient intéressant. Et moi, ce que j'ai vraiment aimé, et c'est pour ça qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts à ça, c'est que, et je veux que tu me l'expliques un peu aussi, Matt, c'est qu'en fait, on se rend compte que je reprends mon recrutement du fessier. En fait, il y a tellement de dogmes dans l'entraînement et il y a tellement de, on va dire,
de dogme dans tout ce qui est aspect entraînement par rapport au fait que tu ne peux pas recruter un fessier en travaillant ton cerveau. Et il y a tellement de personnes qui sont que dans de la conscience. Ça veut dire que moi, ce qui m'a troublé aussi, c'est quand tu as amené le fait de se dire, mais en fait, faire ça, vous n'avez pas besoin d'essayer de penser à ce qui se passe parce que le mouvement et la motricité, elle est inconsciente. Et là, moi aussi, je veux que tu en parles un peu parce que moi, ça m'a troublé parce que c'est dans ce dans quoi j'ai toujours été. Et pour les gens que j'ai pu tester, et je peux t'assurer que maintenant, j'en ai un paquet que j'ai testé sur ton protocole et tes protocoles, je me rends compte que c'est toujours les mêmes qui ont du mal. C'est ceux qui sont tout le temps à vouloir et à comprendre le pourquoi du comment et si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer et machin. Alors que des fois, il vaut mieux laisser juste faire. Écoute, et puis je vais terminer là-dessus parce que j'embarque avec Ouais, Zimer bien pour un sûr, bien autre sûr. live. Mais ce que je Merci, peux c'est dire, c'est gentil. que au niveau de la contraction même des abdominaux, OK, si on prend ce sujet-là, parce que ça fascine énormément de gens en entraînement, puis même en C'est très bien terminé réhabilitation. par ça. Écoute, les abdominaux, il y a quand même des études, et ça, je le présente dans le cours 3. Alors là, c'est vrai que ça amène les gens à dire, putain, il faut que je fasse les 3 cours, mais je vais quand même vous donner l'idée derrière l'étude. C'est qu'ils se rendent compte, en fait, que même dans le contrôle supposément volontaire de la sangle abdominale, il y a des facteurs sous-corticaux, entre autres l'implication du cervelet, du tronc cérébral, des ganglions de la base, donc des structures qui permettent la stabilité un peu plus que le mouvement. Eh bien, ces facteurs-là, en fait, sont impliqués dans la capacité qu'on a à même aller contracter les muscles abdominaux. Donc, à savoir qu'on active successivement les zones du cerveau qui sont en dessous de la motricité volontaire dans le développement moteur chez l'enfant, eh bien, un développement moteur qui n'a pas été optimal va faire en sorte que 20 ans plus tard, le mec qui veut faire des abdos et qui a de la difficulté à connecter avec sa sangle abdominale, au-delà du coaching qu'on peut faire, eh bien, ça se peut qu'au fait, ça soit tout simplement l'idée que ces connexions neuromotrices ne sont pas efficaces et comme de fait, le cervelet ou les ganglions de la base, par exemple, c'est en rampant, en marchant en quatre pattes, en se retournant d'un côté et de l'autre qu'on arrive à les activer. C'est avant même de tenir debout. Et c'est pour ça qu'avec IP, quand on entreprend des gens, on leur fait travailler ce qui est très primaire pour les amener à faire, finalement, à accomplir des tâches motrices plus complexes. Et à ce moment-là, peu importe ce qu'on en pense et à quel point on est motivé de le faire ou non, si on a les bases, si on a les prérequis pour une activité motrice plus déployée, sans avoir à faire trop d'efforts, ça se produit comme c'est supposé se produire. Donc, c'est un peu la réponse que je peux te donner à l'arrache comme ça. Au top. Non, c'est super. Et là, je partage juste ça avant que tu nous quittes. C'est que moi qui n'ai jamais eu trop de problèmes au niveau du tronc à l'activer, je me rends compte, et c'est toujours pareil, on peut dire c'est magique ou pas, mais depuis que je suis mon protocole, et je peux te dire que je le suis à la lettre et je le fais 2 fois par jour, je me rends compte que mon tronc, j'arrive à l'activer, mais sans y réfléchir en fait. Oui. Et c'est vraiment super intéressant. Matt, c'est le genre de résultat qu'on vise. C'est top. Merci beaucoup vraiment parce que je sais que tu es pris. Tu viens de sortir d'un cours 2 sur le cervelet et je sais ce qu'il en est parce que j'étais là et je l'écoute aussi. Et tu repars sur un autre séminaire, une visioconférence. Donc vraiment, merci à toi d'avoir pris du temps pour nous. C'est vraiment top. Ça m'a fait plaisir. Et j'ai hâte de te retrouver et de pouvoir partager ça avec tout le monde. Oui, puis quand je ne suis pas très loin de chez vous, on se fera un repas puis on se fera un entraînement dans ta salle. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Si vous avez des questions pour tous ceux qui étaient là aujourd'hui en direct ou en rediffusion, n'hésitez pas à me contacter sur mon compte Facebook ou sur Instagram. Facebook, c'est un peu plus facile, puis je répondrai à vos questions dans les prochains jours. C'est gentil, en tout cas. Merci à toi, Matt. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Bye bye, à la prochaine. Ciao. Et ben voilà, comment dire, un très bon entretien. Qu'est-ce que vous en pensez, Clem, Laurie? Ouais, non, c'est profond, c'est complet, ouais. C'est pas facile à aborder. Ouais, non, c'est pas facile. C'est pour ça que
j'ai essayé sur 2-3 temps de pouvoir l'arrêter un peu et de recentrer un peu pour que ça puisse être compréhensible pour tout le monde. Mais après, c'est sûr que quand on rentre dans vos discussions à vous un peu plus professionnelles, un peu plus poussées, automatiquement, c'est plus difficile de compréhension pour monsieur et madame tout le monde. Donc, moi, ce que je veux juste pour clôturer ça, parce que je ne vais pas non plus faire ad vinam aeternam et passer trop de temps pour tout le monde, mais il faut recentrer la chose sur se dire que avant de vouloir travailler un muscle, donc là je parle pour ma pratique, il faut arriver à savoir si on n'a pas des immaturités au niveau lien entre cerveau et muscles et articulations. Et c'est ça que moi, je fais actuellement dans l'évaluation que je peux faire auprès de chacun et que j'ai fait avec Clem et avec Lo. Et on se rend compte que moi, tous les gens que j'ai testés, j'ai aucune personne qui n'a pas une immaturité. Donc après, ça veut dire, encore une fois, c'est pas magique, mais c'est juste comme si on voulait construire une maison et qu'on pensait d'abord à mettre les fenêtres avant de vouloir faire les fondements. Et comme Laurie l'a dit à juste titre tout à l'heure, moi, j'ai pris une grosse claque parce que je me rends compte que je construisais les fenêtres avant de vouloir construire la base. Donc voilà, ça, c'est des choses qui sont très intéressantes. Lo, est-ce que tu as 2-3 petites choses à dire par rapport à ça ou ça va? Bon, non, mais c'est toujours aussi, aussi déroutant en fait de réfléchir autrement. Ouais. Parce que moi, dans ma pratique, je réfléchis pas dans la globalité. Moi, je vois j'ai une ordonnance pour une cheville, une épaule, un coude, et on réfléchit sur une structure. Et c'est vrai que on n'a pas cette capacité ou cette habitude à remettre les choses en question. Et c'est intéressant pour ça, du coup, d'avoir une autre vision. C'est bien. Cool. Et toi, par contre, Clem, tu as plus été formé dans ça, plus voir l'ensemble avant de voir en gros, Voilà, le corps, c'est une unité, c'est pas différents points, c'est un ensemble. Il faut travailler l'ensemble pour corriger des dysfonctions, pour libérer des tensions et voilà, et puis gagner en bien-être. Ouais. Mais lui, il va encore plus loin, quoi. Lui, ça démarre dans le ventre de la maman. Ouais. C'est ça qui est hallucinant. Son approche, elle est complètement cohérente et comme il dit, il se met personne à dos parce que tout le monde peut trouver. Et puis ça fait tilt à tout le monde. Tout le monde peut trouver du sens à ce qu'il dit dans sa pratique. Et je pense que ça va encore plus loin que le kiné ostéo. Voilà, toi, t'en trouves en tant que coach. Et non, c'est très, très intéressant. Ouais. Moi, ce qui m'a bluffé, c'est déjà juste le terme de ces 3 modules, de l'enfance à la performance. Et là, je me suis dit, mais waouh! Donc, je pense qu'il a très bien trouvé le titre de ces modules, mais c'est là où c'est fou, en fait, et qu'on se rend compte, en fait, c'est que il y a des choses qui peuvent se passer durant l'enfance et qui peuvent être réglées. Donc après, je sais, les questions que je vais avoir, c'est dis-nous tout de suite qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse à nos enfants pendant l'enfance. Il n'y a pas de vérité. Lui, on a des bouquins maintenant, il nous donne à chaque formation, il nous donne des livrets où on a des pléthores d'exercices et des choses comme ça. Moi, ce que je pourrais conseiller auprès des gens, et je pense que vous êtes en accord avec ça, c'est d'essayer de faire en sorte de revenir à la base du mouvement et à la base de la motricité. Ça veut dire que Matt en parle énormément, mais le fait qu'on soit de plus en plus avec nos tablettes et nous, je ne suis pas parent, mais je me mets dans le rôle d'un adulte. Mais si on fait voir ça à nos enfants, eux, ils vont aller dans ça. Si nous, maintenant, on bouge pieds nus dans l'herbe, qu'on fait des mouvements tout le temps, je pense qu'on peut éduquer un peu les enfants là-dedans. Et je pense que c'est super important pour retrouver une motricité et faire en sorte qu'il y ait des liens bien plus, on va dire, naturels, je pense. Bon pour tout le monde? Ouais. Super. Yes. On en rediscute de toute façon avec grand plaisir. Ouais. J'ai le module 2 à vous expliquer. Ok, ça marche, avec plaisir. Voilà. Merci à tous. Rachel, Fab, Dame,
Alex, Sylvie, merci de nous avoir suivis. Comme je vous l'ai dit, vous l'avez vu, c'était assez court, mais aussi super intéressant. Donc voilà, je suis disponible aussi pour vous expliquer. Je n'ai pas la capacité de maths, mais en tout cas, j'essaie de vous y répondre au maximum. Donc voilà. Passez une très bonne soirée à tous.